Mebec, dessinateur professionnel, mais aussi parrain du festival de dessin et de bande dessinée sur les dérives sectaires, organisé par le GEMPI, financé et soutenu par la Miviludes. Alors déjà, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à accepter d'être parrain de ce festival? Qu'est-ce qui te plaît dans ce festival? Alors, déjà, qui je suis? Bah, écoutez, je suis auteur de bande dessinée, comme ça a été dit. J'ai été graphiste pendant plus de 30 ans, et puis, non, quand même pas, mais j'ai été graphiste pendant longtemps. Et puis après, je suis passé à... J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, et je me suis mis à en faire en professionnel et quasiment à plein temps il y a 10 ans à peu près. Alors, j'ai fait plusieurs types d'histoires et notamment une BD qui s'appelle Cosmo Bacchus et qui est sur l'anthroposophie et qui s'est, il y a eu un petit lectorat parmi les associations concernant les sectes, puisque donc l'anthroposophie est une dérive sectaire, ce qui fait que j'ai été remarqué par le Sextival qui m'a invité, qui m'a proposé donc de faire, d'être le parrain de cette édition, dont je suis très honoré et dont je vous remercie. Donc c'est principalement à cause de cette BD, quoi, Cosmo Bacchus sur l'anthroposophie, que j'ai été sollicité, je pense. Voilà. Et donc, on va peut-être commencer, je dirais, le visionnage, hein, parce que, alors, moi, j'ai regardé de l'extérieur, hein, mais je me suis posé la question, mais pourquoi il a choisi ces dessins? Moi, là, je reconnais du Tintin, là, par exemple. Ouais, tout à fait. Bah alors, voilà, pourquoi la BD et les sectes? C'est vrai que moi, à la base, j'ai pas du tout prévu de faire une BD sur des sectes. Moi, à la base, je faisais des BD sur les sans-papiers. C'est ce qui m'a poussé à accepter de faire de la BD parce que j'ai toujours voulu faire de la BD, mais comme j'étais graphiste et la BD, ça prend beaucoup de temps et c'est pas très rentable, donc il me fallait une bonne raison. Comme j'étais dans une association pour les sans-papiers, je me suis lancé là-dessus. Et ensuite, comme j'ai fait deux livres sur les sans-papiers que je voulais, qui sont un peu tristes, j'ai voulu faire une BD sur le vin. Et en faisant une BD sur le vin, c'est là que je suis tombé sur la biodynamie et l'anthroposophie. Mais à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était des BD d'aventure, en fait. Et donc, les BD et les sectes, moi, ça m'est pas venu, enfin, ça m'est venu comme ça, de manière inattendue. Alors, en réfléchissant aux sectes dans la BD que j'ai pu voir quand j'étais petit, je me suis rappelé tout de suite de ça, en fait, cette BD de Tintin, donc c'est dans Les Cigares du Pharaon, où on voit, donc c'est des aventures un peu décousues de Tintin qui lutte contre une association de malfaiteurs qui vendent la drogue. Mais il y a ce moment où il est aux prises avec une congrégation d'hommes masqués comme ça, qui ressemble un peu au Ku Klux Klan, mais avec un costume violet, puis ce signe mystérieux sur le buste. Et donc, il s'infiltre là-dedans. Et on peut dire que c'est un des premiers militants anti-secte que j'ai connu, puisqu'on le voit assommer tous les membres de la secte, hein, et de cette association mystérieuse en tout cas, et les décagouler pour voir qui ils sont et voir que le chef de cette secte est un fakir très méchant et qui est aussi à la tête d'une association de stupéfiants, de trafic de stupéfiants. Voilà. Donc, il va évidemment démanteler. Mais bon, voilà. En fait, quand j'ai pensé, je me suis dit, ouais, pourquoi BD et secte? Effectivement, c'est pas un truc forcément qui tombe sous le sens, mais le premier souvenir qui m'est revenu, c'est celui-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Et c'est ça, ça m'avait beaucoup frappé. J'avais eu très peur en lisant ça petit, cette histoire de secte, voilà, où Tintin était tout seul et qui devait découvrir ça. Voilà. C'est un bon choix. Alors, bon, J'adorais Tintin. Voilà. ouais, moi, Ah, lui c'est un aussi, choix c'était un ami à consensuel. moi, hein, Gaston, là. Voilà. Alors là, bon, ben, c'est aussi une lecture d'enfance, hein, évidemment, Gaston. Donc, je suis Ah, resté dans des choses assez grand public, et c'est ce que je lisais petit, hein. Donc, Gaston fait toutes sortes de gaffes au bureau, évidemment. Et il y a un moment où il amène son copain qui s'appelle Ravi Kantirupi, voilà, qui est un yogi qui fait apparemment des interventions en entreprise, hein, pour faire, je sais pas, alors à l'époque,
s'appelait sans doute pas du coaching, mais c'est un peu ça, puisque on voit qu'il essaye d'instaurer un climat zen et serein dans l'entreprise. Mais c'était marrant de relire ça aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a beaucoup euh, d'entrisme des sectes dans les entreprises par le biais des coachs et aussi par le biais du yoga. Bon, tous les profs de yoga ne sont pas d'affreux nombre de sectes, mais ça peut arriver, voilà. Et notamment en entreprise. Donc, ça m'a fait rire de voir ça, évidemment. Prunel, qui est toujours très nerveux, ne supporte pas ça. Mais je pense que là, pour le coup, c'est lui qui a raison. C'est pas forcément une très bonne Mais à idée. l'époque de Gaston, c'était encore à l'époque un petit peu baba cool, hippie, donc plus orientalisé hein, que maintenant. C'est la même chose, mais en homme d'affaires spirituel, quoi. Voilà. C'est ça, Ouais, exactement. Là, c'est vrai que ça avait un côté plus, comment dire, orientalisant, on va dire. Voilà. orientalisant. Voilà. Ouais. Bon, là c'est du Spirou maintenant. Ah oui, là, on rentre dans une secte plus dure. Ouais. Là, c'est la secte, c'est la secte électronique de Zorglub. Alors lui, ce qu'il fait, c'est plus radical, hein. Il a mis au point un appareil qui permet de soumettre les volontés des personnes. Donc, bon, Fantasio, lui, il fait semblant hein, il est infiltré aussi dans la secte. On le comprend assez rapidement parce qu'il avait un appareil qui le protégeait du comte de Champignac. Mais on voit que Zorglub peut à volonté faire subir le froid ou la chaleur aux membres Alors, c'est pas vraiment une secte, mais c'est quand même lui qui annule la volonté des personnes qu'il a sous son emprise. Et on voit qu'il peut les faire rire à volonté et les gens lui obéissent carrément. Donc, en réfléchissant à la secte, je me suis dit, quelque part, bon, pour lui, c'est plus une armée, il n'y a pas l'esprit secte, mais quelque part, quand même, il arrive à réunir des personnes, à les assujettir à sa volonté, il en fait ce qu'il veut, et il les coupe de leur famille, évidemment, pour les amener dans son organisation. Donc, il y a un peu de ça quand même. Ouais. Voilà. Les principes, ils Bon, sont. là, Les principes, ils sont. les principes, ils sont. Voilà, c'est ça. Bon, Donc, c'est aussi le peut-être, plaisir de voir de beaux dessins quand même. ouais, absolument. Et puis de se replonger Oui, dans des ouais. histoires amusantes. Alors là, on voit que ça télécommande parce qu'il a une télécommande pour agir sur les émotions des gens, hein. Donc, c'est assez puissant quand même. Cette télécommande s'enraye à un moment donné, les gens n'arrêtent plus de rire. Donc, Voilà. voilà, c'est C'est la amusant, c'est programmation des des histoires. esprits. Voilà ce qu'il y a Ah, derrière. exactement, Voilà. c'est un PNL si on veut. Ouais. Avant je peux présenter un peu mon travail et comment moi j'en suis arrivé à traiter ces problèmes. Alors, comme je racontais tout à l'heure, effectivement, j'ai commencé à faire de la BD en traitant des histoires de migration parce que tout simplement, j'étais dans une association qui aidait les personnes sans papier comme ça. Et, j'ai fait ça parce que, voilà, on avait des témoignages à diffuser, des témoignages de gens enfermés au centre de rétention administrative de Toulouse. Donc ça a été ma première BD, CRA. Et finalement, ça a été une expérience un peu fondatrice dans la mesure où je me suis rendu compte que ce qu'on racontait dans les médias sur la migration était très biaisé, était très de parti pris et n'était tout simplement pas vrai, bien sûr. Je constate que deux styles très différents de dessin. Les deux sont de toi. Oui, absolument, Hein, parce que celui de gauche, c'est pas du tout le même style que celui de droite. C'est cette capacité de passer d'un style à l'autre, quand même, c'est assez étonnant, je trouve. ben, moi, j'ai fait du graphisme pendant un certain nombre d'années. Et donc, ce qui est important, c'est de se couler sur alors, en graphisme, c'est le client, et là, c'est plutôt le lectorat. Donc, vous avez Crack pour les adultes, les ados adultes, mais plutôt adultes. Et Coco au pays des toutous, c'est la même chose à peu près, mais pour les tout petits. Donc, c'est l'histoire d'un petit chien. Je voulais raconter l'histoire d'une migration simplement aux enfants pour que
voilà, ça leur parle des petits, puis qu'on on comprenne que c'est des parcours humains, que c'est des gens qui sont comme nous, et ma foi, c'est bien d'expliquer ça aux gens dès qu'ils sont petits, parce que je pense qu'ils sont plus sensibles à ces aspects humains. Bon, bah, ça a été le début de mes BD, on va dire documentaires, quoi. C'est pas les sectes, mais il y a quand même des points communs, voilà, Un côté dans la militant démarche. aussi typique à la démarche Voilà, c'est ça. associative. Voilà. Alors Oui, là, oui, et puis là, c'était beaucoup des associations aussi de la même façon, hein. Ouais, même genre on revient d'association en plus fait. précisément à notre sujet, enfin le sujet du jumping. Euh, Quoique le Absolument. tabaquet, il me semble que c'est quelque chose de plutôt sympathique. Ça commence plutôt bien, hein, ce petit vin. Alors moi, au départ, ouais, là, je raconte en fait plutôt fidèlement ce qui s'est passé au début de cette BD. Donc ça, c'est Cosmo Bacchus, la BD dont on voit la couverture du premier tome en affiche du festival et qu'on a mis au début de ce PDF, Ah oui, de oui, ce oui, oui, PowerPoint. oui, 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 c'était la première affiche. Oui. Ouais. Voilà. Et donc, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après toutes ces histoires de sans-papiers qui étaient très tristes, j'ai voulu faire un truc plus ludique et il se trouve que j'allais chez un caviste. Là, on retrouve un peu le Obélix, hein, qui est une influence Oui, d'enfance, c'est donc on va vrai, dire, oui, oui, comme quoi c'est tout vrai. se recoupe. Ouais. D'ailleurs, le caviste n'avait pas vraiment cette tête-là, mais je vais changer sa tête et du coup, je vais donner une tête à la Obélix. Voilà, donc moi je voulais faire une BD sur le vin avec mon caviste qui me le proposait parce que lui ça l'intéressait et quelque chose de ludique finalement. Et j'avais aucune idée de ce qu'était la biodynamie ou tout ça, je ne connaissais pas en fait, hein. Donc c'est vraiment le caviste qui m'a expliqué ça et puis moi étant plutôt écolo, hein, bah, ça me plaisait plutôt bien quoi, hein, la Bah biodynamie, oui. donc je trouvais ça chouette quoi. Donc voilà, on me dit en biodynamie. Alors après je commence à regarder ça travaille un peu avec la lune et tout ça, je me dis, bon, c'est un peu bizarre, mais malgré tout, Oui. j'utilise pas de pesticides, c'est pas plus mal, quoi. On fait Voilà, confiance aux spécialistes, quoi. Voilà. voilà, exactement. Et puis, donc, Alors, tu as été devant amené faire à une gratter BD un quand peu. même, Alors, comment tu as fait? ouais, bah, en fait, devant faire une BD sur le vin et m'intéressant à la biodynamie, je me suis dit, tiens, bah, c'est intéressant, je vais un peu chercher ce que c'est que la biodynamie, parce que c'est l'histoire de travailler avec la lune, de travailler. Parce que, voilà, pour les gens qui ne connaîtraient pas, quand même, la biodynamie, c'est une agriculture qui est beaucoup utilisée en viticulture et qui est présentée comme presque de la permaculture avec des côtés un petit peu plus sensibles. Donc, il faut travailler avec les phases de la lune, par exemple. On dit que le domaine est un être à part entière qu'il faut prendre en compte, des choses comme ça, qui sont un peu farfelues, mais qui paraissent pas absurdes non plus, quoi. Sauf qu'en grattant un peu, ben, je suis tombé assez rapidement sur le blog de Grégoire Perra et des vidéos qu'il a fait. Alors là, c'est vrai que ça demande un peu d'explication parce que c'est assez complexe finalement. Grégoire Perra, c'est une personne qui était professeur dans des écoles Steiner-Waldorf, donc qui sont des écoles créées par Rudolf Steiner, on ne va pas dire un philosophe, mais quelqu'un qui avait une doctrine au début du XXe siècle et même à la fin du XIXe. On va dire un Voilà, enseignant spirituel, quoi. un Un maître enseignant, un spirituel pour occultiste même, certaines voilà. personnes. Lui-même se présentait comme un occultiste, en fait, donc on peut dire un Oui. occultiste, qui était dans la branche allemande de la théosophie, qui est une doctrine très orientaliste, créée par Helena Blavatsky, qui est assez célèbre dans tous les milieux occultistes, hein. Voilà. Donc, la branche allemande de la théosophie, c'était l'anthroposophie, qui s'est détachée de la théosophie à cause d'une sombre histoire avec Krishnamurti. Je ne rentre peut-être pas dans les détails. Voilà. Et donc, il a créé les écoles Steiner-Waldorf et il a créé aussi la biodynamie. Et puis, il a créé des laboratoires de médecine anthroposophique, Velleda. Puis, il y a une banque qui s'est créée par la suite et toutes sortes d'organisations liées à l'anthroposophie. Voilà. Et donc, je tombe sur Grégoire Perra qui explique les liens entre la biodynamie, l'anthroposophie et toutes ces sectes et tous les contenus très étranges qui sont cachés derrière et qui sont vraiment dissimulés. Enfin,
qu'on peut trouver assez facilement, mais qui sont pas du tout mis en avant. Et ce qui est très étonnant, c'est que on a plein de médias qui sont fans de biodynamie, qui mettent ça en avant parce que c'est bio, parce que c'est machin, et qui font tout à fait l'impasse sur tous les contenus sectaires, en fait, qu'il y a derrière la biodynamie, enfin, les contenus occultes, on va dire, occultistes, qu'il y a derrière la biodynamie, et certains contenus très, très problématiques, hein, on le verra tout à l'heure. Mais alors, au début, moi, ce que je vois, c'est que Grégoire Perrin nous raconte que, effectivement, l'anthroposophie, c'est une doctrine qui rassemble plein de contenus orientalistes, mais aussi celtes, mais aussi allemands. Voilà, des dieux allemands, des dieux de toutes sortes, en fait, qui a des contenus très fantaisistes aussi, qui prétend que, alors il nous dit que les dinosaures crachaient du feu, que le Bouddha vit sur la planète Mars, Mars qui est une planète liquide, que sur la Lune, il y a des nains hurleurs, voilà, et que le cosmos, en fait, s'arrête à la planète Saturne. C'est ce que peut nous dire Grégoire Perra. Donc, alors, c'est très, très étonnant. Bon, après, les gens croient à ce qu'ils veulent, mais là, ça dépasse un peu les bornes quand même, on va dire. Voilà. Faut vraiment avoir Donc, la foi quand même. c'est ça, mais quand je suis tombé là-dessus, je tombais des nues, quoi. Je me dis, mais comment est-ce que moi, je peux aller acheter du vin dans ma cave qu'on me dit du vin en biodynamie, c'est super, et que je regarde la biodynamie et je tombe sur tous ces machins-là, et comment on peut faire le lien, quoi. Enfin, ça m'a paru tellement étonnant que j'ai dit, ouais, là, on va faire la BD, parce que là, quand même, il y a des trucs, il y a des trucs que je pige pas du tout, quoi. Donc voilà, là, on voit des danses qui sont, comment on appelle ça, l'eurythmie, voilà, parce il y a des danses anthroposophiques. En fait, tous les domaines de la vie peuvent être teintés d'anthroposophie parce que c'est une doctrine totalitaire, en fait, c'est-à-dire qu'elle prend la totalité de la vie, elle prend en charge toute la totalité de la vie. Et quand on comprend bien, il faut quand même un bon moment pour bien comprendre la doctrine anthroposophique, parce que c'est un truc immense. Steiner a écrit des milliers de bouquins, comme on voit là. Et il y a des incohérences, mais on cherche à comprendre, et c'est comme ça qu'on peut rentrer là-dedans, quoi, parce que on cherche à comprendre toute l'ampleur du lore de l'univers de Steiner, et on n'y arrive jamais finalement. Donc on se plonge pour piger la logique, et à la fin, on devient complètement cinglé, quoi. Enfin, si je peux m'exprimer comme ça, c'est un peu, voilà. Alors, je dirais que quelque part, bah, c'est carrément un projet de société, quoi, hein, Un projet de civilisation, voilà. C'est un projet de civilisation. Euh, et d'ailleurs, qui a des aspects tout à fait déplaisants, parce qu'il y a une hiérarchie des races, notamment, qui est héritée de la théosophie, qui reprend telle quelle, avec la race aryenne au plus haut, qui doit être celle qui devrait dominer le monde aujourd'hui, et avec des races, les races noires et tout ça, qui sont en fait des restes des anciennes sous-races et qui devrait plus exister. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des gros problèmes c'est pas top, oui, dans c'est pas cette top. doctrine. Voilà. On avait C'est publié au pas top. JP un bulletin intitulé Les doctrines racistes de Rudolf Steiner. C'est le C'est numéro ça. Bah ouais. 50 qui est visible sur notre site, hein, dans la rubrique publication. J'en ai fait 3 tomes, voilà. Donc Lucifer, Ahriman et Sorat, qui sont les 3 démons de l'anthroposophie, et qui ont été réunis dans une intégrale qui s'appelle simplement Cosmo Bacchus intégrale, et C'est qui du existe beau toujours, qui dessin. est toujours. C'est du beau dessin. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Après, j'ai Non, non, mais progressé là en cours de encore, le route. style est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, quand tu faisais les petits dessins pour les enfants. Et Oui, oui, absolument. Ouais, ouais. Ben, alors c'est là, toujours on pareil. est toujours avec l'anthroposophie, les Lémuriens, enfin toutes Oui, voilà. Donc les là, croyances j'expliquais justement théosophiques, finalement, hein, voilà. Voilà. Là, Voici. j'expliquais ce que je disais tout à l'heure, donc les différentes races racines de la théosophie et de l'anthroposophie. Donc là, on voit les Lémuriens avec leurs 5 sous-races, voilà. Et puis donc les Lémuriens qui sont une race très archaïque et d'où sont notamment issus les Noirs qu'on a aujourd'hui et les Asiatiques. Enfin bon, voilà, c'est très
c'en est même embarrassant d'expliquer tout ça, quoi. Et Ouais, tout ça est lié de façon directe avec la biodynamie et du coup le vin qu'on achète, hein. C'est-à-dire qu'on achète du vin en biodynamie dans une cave, mhm. et ben on finance une Ce doctrine qui pense bidule, ça, on quoi, finance voilà, ce bidule-là. directement. Ouais, d'accord. Ouais. Non, Ouais, mais voilà. je soulignais juste que tu es un très bon théologien. Tu nous expliques très bien les croyances et la doctrine anthroposophique. Les Toltecs aussi, c'est toujours très à la mode, hein, dans le milieu pré-New Age, comme ça, et dans le milieu New Age maintenant, ça marche toujours bien, ces trucs-là. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai fait ces 3 bouquins et donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup, voilà, donc j'ai été pendant un temps vraiment très, très, là j'oublie un peu au fur et à mesure, mais j'ai été pendant longtemps très au fait de toute parce que j'ai essayé de comprendre moi aussi, hein, Ah oui. de toute la mythologie de Steiner, quoi. Donc bon, c'est des savoirs malheureusement qui sont pas très utiles, à Bon, part pour expliquer, pour dénoncer. ce qui est intéressant, c'est de savoir que tu te documentes. C'est-à-dire tu Ah, vas, bah oui. tu creuses dans les sources pour produire des dessins qui ont un sens, qui nous rapprochent du réel, quoi. Oui, oui, bah, là, c'était important de bien comprendre quoi, le truc. En fait, je voulais avoir une vision un peu d'ensemble de la doctrine, quoi. Donc là, on avait les Atlantes qui sont la deuxième race racine, et là, on a les Ariens qui sont la race actuelle, quoi, avec normalement, ben voilà, les Germains de l'Europe centrale, donc les Allemands, qui devraient être au sommet de la hiérarchie humaine, voilà. Parce qu'en fait, j'insiste là-dessus parce que bon, tout le reste, après, il y a les lutins, il y a les gnomes, les ondines, tout ça, qui sont en lien avec la biodynamie, beaucoup. Mais je veux dire, à la limite, si ça amuse les gens de croire qu'il y a des lutins, ça me gêne pas. Par contre, ça, c'est pas possible, quoi. Ouais, Voilà. ça peut avoir des conséquences. Ouais. Et puis les gens le Oui, savent voilà, pas, quoi. ouais. Donc, c'est les quatre êtres élémentaires Ce sont les qui sont croyances à plus païennes antiques, de l'Allemagne antique. Hein. bah, c'est mélangé parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la mythologie grecque aussi. Le fait que l'univers s'arrête à Saturne, par exemple, c'est presque platonicien, quoi, parce que les Eh ben Grecs oui. anciens pensaient que la Terre était au milieu, et puis qu'il y avait les planètes, puis après le dôme des étoiles. Et là, c'est un peu pareil, c'est les 4 éléments d'Empédocle, donc la terre, l'air, le feu et l'eau, qui sont symbolisés, effectivement, mélangés à des mythologies plutôt nordiques, comme les gnomes et les ondines, quoi. Et j'avais fait pour une présentation spécifiquement sur la biodynamie à l'école d'agronomie de Toulouse, ce schéma qui présente la structure globale de l'anthroposophie, parce que c'est très compliqué aussi de se représenter la pieuvre que c'est, quoi. Donc, vous avez la Société anthroposophique universelle qui a son siège au Goetheanum en Suisse, à Dornach, qui est un immense bâtiment en béton bah, du début du siècle dernier, dans lequel il y a une université, il y a une immense scène où ils donnent des opéras, des spectacles et tout. Voilà. Et ensuite, vous avez une société anthroposophique par pays. Donc, vous avez la France, évidemment l'Allemagne, la Suisse, tout ça, mais ça va jusqu'à l'Amérique du Sud et partout dans le monde, hein. Donc ensuite, vous avez les différentes sous-structures de l'anthroposophie. Donc, et encore, j'ai pas tout mis, j'ai mis les principales, hein. Donc la biodynamie, avec toutes les structures de la biodynamie, donc la maison de l'agriculture biodynamique, qui donne des formations notamment, et qui gère Déméter, qui est le label de la biodynamie qu'on trouve sur les bouteilles de vin, Biodivin, qui est un autre label, Renaissance des appellations, voilà. Et tout ça influence beaucoup les médias, le monde de la viticulture, l'agriculture, et il y a beaucoup d'entrisme de la biodynamie dans l'écologie politique, malheureusement. Donc, dès qu'on est un peu écolo et qu'on veut s'impliquer dans l'environnement, on se trouve souvent, pas en but, mais confronté à des gens qui sont très impliqués dans l'anthroposophie. Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème parce que l'environnement, c'est vraiment ben, un problème important qu'on a aujourd'hui et qui est gangréné par une secte, en fait. Donc, pour moi, c'est un petit souci. Voilà, vous avez la médecine anthroposophique. Bon, je vais peut-être aller un peu plus vite. Vous avez notamment les laboratoires Velleda
qui font de la parapharmacie en France, mais qui ont aussi des laboratoires et des cliniques, par exemple en Suisse et en Allemagne. Puis vous avez d'autres. Voilà. Bon, après, je laisserai les gens regarder parce que vous Ouais, avez la pédagogie ouais, Steiner-Waldorf dans ouais. les C'est- écoles Steiner qui sont quand même importante. Et ça, Grégoire Perrin en parle beaucoup parce que lui, il a été prof, élève, puis prof dans une école Steiner, et donc il s'est repenti, il a réussi à s'en extraire, et c'est avec beaucoup de mérite et de puissance intellectuelle, je trouve. Et alors, le problème de ces écoles, c'est qu'elles ne se présentent pas comme la biodynamie, elles ne se présentent pas comme émanant de l'anthroposophie. Elles disent même qu'elles n'enseignent pas l'anthroposophie et elles ne l'enseignent pas directement, mais elles enseignent des prières, elles enseignent en fait toute la doctrine anthroposophique, mais sans le dire, voilà, de façon dissimulée. Et puis, si certains élèves se montrent sensibles, ben, elles les récupèrent, voilà. Mais pas tous, parce ils sont malins. Pareil, c'est un autre genre de sectarisme. Je la connaissais pas, Absolument. cette BD-là. Citra et Chamira. Elle est plus difficile à trouver parce que j'ai eu des problèmes avec l'éditeur qui est belge. Mais bon, voilà, donc je lutte en ce moment pour récupérer les droits. Elle est intéressante, oui. Là, c'est un prof d'université qui m'a contacté parce qu'il avait ce témoignage d'une jeune fille qui était partie en Syrie faire le djihad, comme ça se faisait beaucoup il y a quelques années. Et donc, une jeune fille de la région parisienne qui avait des problèmes d'identité parce qu'elle ne connaissait pas son père, elle pensait qu'il était musulman sans en être sûre. Voilà, donc elle aurait bien aimé savoir mettre le voile comme ses copines, etc. Et du coup, qui s'est fait récupérer par une association de femmes voilà, qui est en lien avec des réseaux djihadistes. Et donc, elle s'est mariée en ligne avec un combattant de Daesh en Syrie. Et ensuite, son rêve, du coup, c'était de partir en Syrie. Donc, elle s'est vraiment fait happer et, euh, et ben, complètement intégrée par cette, on peut dire une secte, hein, malgré tout, parce que, bon, bah là, c'est une partie très radicale d'une religion, en l'occurrence, c'est l'islam, mais il y a des sectes catholiques et chrétiennes qui n'envoient pas les gens faire le djihad, mais enfin, qui sont aussi Et puis, il y en a problématiques. dans Enfin, l'hindouisme, il y en a dans toutes les religions de toute il y en a façon. dans toutes les religions, voilà. Donc vous avez la religion qui est voilà qui est ce qu'elle est, on n'a pas grand-chose à dire, mais vous avez aux confins de la religion des petits groupes qui peuvent être très radicaux et qui là sont plutôt de type sectaire. Voilà. Parce que justement, là la fille elle est accueillie dans cette structure, donc elle est coupée de sa famille, toujours pareil, hein. Elle ne vit plus que pour ça, par ça, et elle n'a plus que ça en tête, quoi. Donc après, la moitié du bouquin, je décris cet embrigadement, et l'autre moitié, elle est en Syrie, et c'est le mouvement inverse, parce que donc elle a fait un bébé en Syrie et tout, et quand son bébé est né, elle s'est quand même rendue compte que ce qu'elle vivait, c'était pas du tout ce à quoi elle rêvait. Et donc, elle a réussi à fuir par un concours de circonstances et à rentrer en France. Voilà. Ensuite, ah bah là, on revient un petit peu sur la biodynamie et donc l'anthroposophie. Voilà, là, en fait, c'est juste euh, parce que j'ai fait donc cette BD, puis après, pendant quelques temps, j'étais quand même encore plein de ce truc-là et assez en colère contre la biodynamie, parce que finalement, je m'étais presque fait avoir au début en pensant que c'était bien et en me rendant compte qu'il y avait un truc complètement fou derrière, quoi. Donc, j'ai fait des vidéos aussi sur YouTube alors, il y en a, c'est une table ronde dans un salon de la BD avec, Oui. avec un type dont je ne savais pas qu'il était anthroposophe, mais Ah! en fait, c'était le président de la maison de l'agriculture de la biodynamie des Charentes. Et en fait, la personne qui m'avait invité avait pas tout de suite capté que mon livre était contre la biodynamie, quoi. Donc, elle s'en est C'était de la rendue compte pub. en feuilletant mon bouquin juste avant la réunion. Donc, elle est venue me voir en disant, oh là là, il faudra pas être trop méchant avec lui et tout, parce qu'il est important dans la région. Voilà, donc on s'était quand même un peu engueulé pendant la table Ah, ronde. La vidéo est visible sur mon site. sur ton Après, site.
Après, vous avez une interview de Grégoire Perra. Vous avez des fois, je fais des dédicaces, puis j'explique ce que j'expliquais tout à l'heure, donc les théories de Steiner. Là, j'avais fait toute une visite au Goetheanum, qui est ce bâtiment en béton, là, que vous avez en bas à gauche. Oui, Donc, oui, le oui. siège de l'anthroposophie en Suisse, que j'ai visité sous un faux nom, parce que j'avais déjà 2 tomes parus. À la base, je voulais interviewer les dirigeants en me faisant passer pour quelqu'un qui faisait un bouquin sur la biodynamie, mais plutôt pro. Et ils voulaient bien me recevoir. Simplement, après, ils ont lu le premier tome et ils m'ont dit, ben non, en fait. Alors, j'y suis quand même allé, mais pour faire la visite Ouais. guidée sous un faux nom. Et donc, j'ai tout enregistré, j'ai fait une vidéo avec. Voilà. Au point de vue Voilà, architectural, ça ressemble un peu à un bunker, hein, leur Goetheanum. Hein. Mais enfin, c'est ça. C'est le deuxième Goetheanum. Pour être honnête, le premier était plus joli, mais il était en bois, il a brûlé. Et là, ils ont fait un truc en béton pour pas ouais, que ça brûle, mais c'est du béton biodynamique, important. Donc, ah, alors, pardon, excuse-moi. Alors, voilà. je Mais vois c'est des quelque chose de formes. nouveau là sur la droite. Eureka. Voilà. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai beaucoup lutté, enfin, lutté à ma mesure, quoi. J'ai beaucoup critiqué l'anthroposophie sur les réseaux par des vidéos, mais aussi sur Twitter, chaque fois qu'un média en disait du bien en râlant. Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça va, c'est pas peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Au bout d'un moment, ça trouve ses limites. Et, et je cherchais un moyen plus positif de lutter contre les sectes et pour l'esprit critique, parce que pour moi, c'est quand même lié. Et à ce moment-là, j'ai un collègue qui est prof des universités aussi, qui a enseigné l'histoire des sciences pendant plusieurs années, qui m'a proposé de faire une bande dessinée sur l'histoire des sciences depuis l'aube de l'humanité finalement jusqu'à nos jours. Projet ambitieux, on va dire, et avec vraiment une optique de lutter contre les fausses informations finalement, les fake news, le complotisme, et aussi plus profondément peut-être de comprendre comment la connaissance s'est créée, qu'est-ce qui différencie une connaissance d'une croyance, qu'est-ce qui fait finalement qu'un fait peut être considéré comme vrai et comment on peut détecter que ce qu'on nous raconte n'est pas vrai, quoi, finalement. Donc, on est parti là-dessus pour faire une série qui s'appelle Épistémé. Donc, Épistémé, c'est la connaissance, qui va raconter l'histoire des théories scientifiques, comment elles sont nées, d'où elles arrivent. Et donc, au début, on rencontre ces trolls complotistes-là. Et donc, voilà, on a fait le tome 1 qui est sur l'histoire des sciences dans l'Antiquité. Là, après, je suis en train de faire le tome 2 qui est sur le Moyen Âge. Et puis après, on a 5 tomes prévus quoi, sur les temps modernes, la Renaissance, le temps moderne et l'époque plus récente. Voilà. Un beau programme. Et bah, ça sera bien de nous tenir au courant. On mettra aussi à la fin de cette vidéo peut-être ton site internet pour que les gens puissent suivre l'évolution, puisque je vois qu'il y a des projets qui sont en route pour que lorsqu'ils seront à disposition, je pense surtout aux enseignants ou aux gens qui ont besoin de diffuser un peu d'esprit critique, quoi, hein, dans un univers de croyances, je pense que ça serait tout à fait utile. Je pense que c'est utile. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on ne présente pas forcément les théories justes, quoi, parce que dans l'Antiquité, les théories étaient très fantaisistes, mais justement, ça montre comment la connaissance s'est créée, quoi. C'est pas un truc qui nous est imposé, que des scientifiques ont décidé, voilà. C'est vraiment un chemin qui a été parsemé d'embûches. Vous avez des gens qui étaient eux-mêmes dans des sectes et qui étaient des scientifiques, mais voilà, c'est intéressant de voir comment, quelle partie était, quelle démarche avaient ceux qui voulaient s'extraire des croyances et quelle démarche avaient ceux qui restaient dedans, puis voir qu'il y a certains domaines aussi qui paraissaient sûrs et certains, puis qui finalement étaient faux, comme le fait que la Terre était au centre de l'univers. Pendant longtemps, c'était considéré comme allant de soi, alors que le cours des astres qu'on voyait était complètement aberrant, c'est-à-dire vous avez des planètes qui font un tour comme ça, puis qui reviennent en arrière et qui font ce qu'on appelle une rétrocession. Alors que si on met la Terre autour du Soleil,
qui marche Ça beaucoup, fonctionne, oui. Mm. mais c'était pas possible dans la tête des gens de l'époque d'imaginer cette révolution facilement, quoi. Il a fallu un peu de temps. Alors que les théories existaient, mais elles n'étaient pas prises au sérieux. La boîte à bulles, Je présente quelques bouquins oui. sur les thèmes dont on parle. Donc, pour montrer que, voilà, évidemment, moi, je parlais de mon travail, parce que c'est ça que je connais. Il y a plein d'autres choses qui se font et qui sont intéressantes dans ces domaines-là. Donc, la secte, c'est vraiment, c'est un témoignage, donc, mais c'est une coproduction de la Mivilude et de la boîte à bulles, un témoignage d'une personne qui était dans la scientologie, puis qui explique comment ça s'est passé, comment elle a pu s'en sortir, quoi. Voilà. C'est un témoignage aussi, ouais. J'ai vu les soucoupes. Bah, c'est une fille qui croyait beaucoup à plein de choses, et notamment à plein de choses complotistes, et dont le volet extraterrestre, qui est pas toujours utilisé par les complotistes, mais il y a tout plein il y a tout plein de théories sur des extraterrestres, les reptiliens, ça peut aller très loin, il y a une confédération galactique, il y a plein de choses, quoi. Et donc, elle nous explique comment elle a pu croire à tout ça et comment elle s'en est sortie. Et c'est intéressant de comprendre que, parce que quand on nous dit j'ai cru aux extraterrestres et tout, ça fait vraiment fantaisiste, mais en fait, en fonction du contexte, il faut savoir que tout le monde peut tomber dans des croyances comme ça, quoi. Il suffit d'avoir une fragilité. Voilà, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas des gens stupides qui rentrent dans ces croyances-là, quoi. C'est vraiment un contexte, une fragilité, un environnement qui peut créer des choses. Voilà. Mais l'amour rend aveugle, bah, mais c'est pareil dans ce domaine-là, je pense, hein, plus ou moins. Absolument. Et même encore pire que ce que tu dis, c'est les gens qui se font plumer sur Internet par des gens qui se font passer pour des jeunes filles qu'ils n'ont jamais vues et qui finalement les dépouillent pareillement alors que c'est vraiment un rêve, là, il n'y a rien Et derrière, ouais, quoi. ben ouais. Bon, c'est l'espèce humaine est comme ça. À Voilà. la congrégation, ça me plaît comme titre. C'est un Voilà, autre ben ça c'est sur éditeur les... là, hein. Oui, c'est la Grume, parce que c'est un éditeur qui est spécialisé dans des récits étrangers. Là, je crois que c'est quelqu'un qui est canadien. C'est un Canadien qui raconte sa jeunesse chez les témoins de Jéhovah. Voilà. Donc, c'était un peu pareil que dans la secte. Enfin, il raconte ça depuis plus jeune. Celui, il est né dans une famille de témoins de Jéhovah. Puis il raconte aussi petit à petit comment il s'en est sorti. Voilà. Intéressant donc. Ah, Intéressant. Agrippine. Voilà, donc dans un autre genre, mais c'est bien aussi de traiter ces choses-là Ouais, de façon légère, hein. Néanmoins, le fond est plutôt sérieux, quoi. Bon, oui. c'est très drôle, c'est du bretéché, mais il y a quand même des jeunes qui se font attraper par une secte, et voilà, et dont ils essaient de... Voilà. Donc, J'aime bien c'est la tronche à intéressant. Agrippine. Oui, c'est ça. Alors là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est Gérald Bronner, c'est plus tellement seulement dans le domaine des sectes, mais de l'esprit critique. C'est plutôt une espèce d'éveil à l'esprit critique nous explique les biais cognitifs, les erreurs auxquelles le cerveau peut être confronté, et tout ça, quoi. Et donc, c'est le discours de Gérald Bronner mis en BD, quoi. Gérald Oui, Bronner, qui est un célèbre sociologue qui travaille sur ces questions-là, quoi. C'est assez proche finalement du bouquin précédent. Ça parle beaucoup de biais cognitifs aussi. C'est traité différemment parce que le bouquin de Bronner, c'est vraiment... enfin, il y a quand même un semblant d'histoire et une petite mise en scène. C'est deux jeunes qui discutent et il y en a un qui explique à l'autre ce que c'est. Là, c'est un peu plus mise en scène. C'est un repas entre amis et puis, je crois que dans mon souvenir, il y a comme une fée ou un truc comme ça qui... En fait, c'est l'esprit critique qui parle aux gens. C'est un peu la même chose, si vous voulez, mais de façon un peu un peu plus mis en scène, quoi. Voilà. Tech News. Alors ça, je crois que c'est une fille qui avait fait. Moi, je suis à Toulouse, il y a le Quai des Savoirs. Je crois qu'elle avait fait une expo là-bas. Je m'en souviens plus bien de cette BD, mais donc ça parle des fake news et comment ça. Je me dis c'est moins heurtant pour un adepte parce que c'est très compliqué de parler à un adepte en lui disant que ce à quoi il croit est faux, et voilà, ça ne marche pas quand on prend le truc comme ça. Alors, des fois, par l'humour, ou en prenant un petit recul par la BD,
sans que ce soit évident, enfin, ça va pas marcher. Mais moi, je sais que Cosmo Bacchus, ça a pu déconvertir des gens, mais il n'y a pas de miracle non plus, quoi. C'est des gens qui avaient déjà un chemin d'interrogation à la base et qui se posaient des questions. Et là, ça donne des réponses. Et comme les réponses sont... mais pour déconvertir les gens par une BD, disons que ça fait partie d'un chemin, quoi, voilà. Et l'humour, Ouais, ça peut participer à désarmer la défiance qu'on peut avoir à la base. C'est typique, hein. Alors ça, c'est différent. Ça, c'est Jean-Michel Abrassard qui scénarise ça, qui est un célèbre zététicien de la communauté sur YouTube, qui a un podcast qui s'appelle Scepticisme Scientifique, qui est tout à fait intéressant, où il y a plein d'épisodes. Et il participe, il scénarise une BD donc qui est mise en dessin par Marius Noté pour les petits sur, alors là c'est sur les légendes urbaines surnaturelles, mais il y a plein d'autres épisodes, il y en a quatre ou cinq. Là, c'est de l'auto-édition. On peut les trouver en PDF librement et on peut aussi les acheter parce que vous participez sur des campagnes de crowdfunding pour aider ce projet. Et voilà, du ben coup, là, vous avez l'autiste encore aussi, une, c'est pas mal ça comme thème. ouais, tout à fait. Voilà. Donc là, c'est une BD aussi par l'humour hein, qui cherche à expliquer bah, les complots et qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça se construit. Et voilà. Ça aussi, ça, je crois que c'est le final, hein, mais c'est Alors ça, c'est de un dessin comme l'autopromo. je les aime. Voilà, ça c'est de l'autopromo. Ça c'est ce qu'on appelle une. Alors c'est pas graphic novel, je me souviens jamais du terme. Attends, je l'ai noté. Visual novel. Voilà, c'est un roman en ligne interactif. C'est un jeu où on clique, on doit résoudre des énigmes et tout. Et c'est le même professeur d'université qui m'a fait faire Citra et Chamira, qui s'occupe de ça. En fait, il a une association qui s'appelle les Militants du Savoir, qui est une association d'éducation populaire et qui essaye de protéger les jeunes, enfin d'aborder divers thèmes, notamment la violence, la délinquance et tout. Mais là, c'était sur un thème sur les dérives sectaires. Et donc là, j'ai scénarisé et dessiné l'histoire. Donc c'est un groupe de jeunes qu'on voit là en haut à gauche qui tentent de sortir une des leurs qui est tombée dans une secte. Alors bon, ça va très loin parce que c'est un jeu, donc il faut que ce soit qu'il y ait un enjeu. Donc voilà, c'est une secte un peu dangereuse. Voilà. Donc si on rate le jeu, ça se passe mal. Écoute, Jean-Benoît, un grand merci pour cet éclairage, aussi pour ton accompagnement de notre festival de dessin et de bande dessinée. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec les œuvres des différents lauréats, et même certains qui n'ont pas été lauréats, mais qui font cadeau de leur travail pour la cause qu'on défend, c'est-à-dire la prévention des dérives sectaires, de l'emprise mentale, enfin de tous les prédateurs, hein, finalement, de la spiritualité, de l'esprit critique même. Et donc, bah, tu y as contribué comme quelques autres. Et donc, un grand merci à toi, Jean-Benoît. Eh bien, merci à vous, merci au GMP pour tout ce travail. Merci aussi à la Mivilude qui participe à tout ça grandement. Salut à toutes et à tous. Merci, au revoir.